Heureux de vous retrouver sur un autre numéro de votre émission Free Speech. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir d'être fidèles à nos programmes. Il est l'un des soutiens fervents du régime actuel, observateur très méticuleux de la vie socio-politique et économique de notre pays et apôtre de l'économie fondamentale. L'homme que nous recevons aujourd'hui sur notre émission n'est plus à démontrer précisément en ce qui concerne ses prouesses ces derniers temps, distingué récemment au Rwanda, notamment pour sa théorie de l'économie fondamentale. L'homme a accepté de nous accorder une interview dans laquelle il répondra à toutes nos questions. Monsieur Dr Bertin Corvi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'insigne honneur que vous me faites à m'exprimer devant le peuple béninois et le peuple du monde. L'honneur est partagé, surtout pour notre chaîne. Alors, Dr Bertin Corvi, nous allons commencer. Cette interview serait en 3 phases. D'abord, nous allons parler de la maison bloc républicain. Ces derniers temps, nous observons des démissions par-ci et par-là, surtout dans la maison bloc républicain. Vous êtes membre, vous êtes acteur politique, soutien fervent du régime en place. Si vous devez apprécier ces derniers temps l'actualité au sein du bloc républicain, que direz-vous? Je dirais plutôt que le bloc républicain est une vieille dame qui fait sa toilette. Et comme un serpent, un parti politique doit faire sa mue à des moments donnés. Vous savez, le parti politique est un corps vivant. Il y en a qui entrent, il y en a qui sortent. Je crois savoir que le ministre de l'enseignement primaire s'annonce au bloc républicain. Je ne sais pas s'il a déjà fait sa déclaration officielle, mais enfin, nous ne sommes pas allés le démarcher. On n'est pas allé le sortir et de UP le recaler, sinon UPR si vous voulez. Alors, donc, il y en a qui sortent et c'est de leur droit. Il y en a qui entrent, c'est la vie politique. Mais il faut analyser pourquoi certains sortent, pourquoi certains entrent. Vous savez, les repositionnements sur l'échiquier national fait que certains, peut-être à tort ou à raison, j'en sais rien, se disent que UP et PRD qu'ils ont mis ensemble, dans leur localité, ils ne feront pas le poids s'ils ne sont pas dans UP. Donc, ils vont à UP. Il y en a qui se disent, mais tiens, l'autre étant venu à UP, moi, je n'ai plus ma place à UP, il faut que j'aille au BR. Du reste, quand je regarde ceux qui sortent et je fais le poids, la balance avec ceux qui entrent, c'est plutôt le BR qui gagne, qui se renforce. Est-ce que vous ne voyez pas le verre à moitié plein? Non, même pas à moitié vide. Je ne vois même pas du tout le verre. Je voudrais prendre, moi, mon adhésion. D'accord, allons-y. Pourquoi vous avez choisi le bloc républicain au détriment de l'Union progressiste? Alors, la première fois que j'ai échangé avec le ministre Ablaye Biakane, c'était en août 2021. Lui disant qu'après moult analyses et après m'en être ouvert au chef de l'État, j'ai choisi le bloc républicain. J'avais toujours cru que c'était le président Patrice Talon qui positionnait selon que c'est à gauche ou bien à droite. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? D'aucuns me laissaient croire que c'est lui qui envoyait d'aucuns au bloc républicain, d'autres à l'Union progressiste. Donc c'est de votre propre volonté de choisir le bloc républicain? C'est ce que j'ai cru au départ. Et quand j'ai demandé où je dois aller, il me fait dire, mais écoutez, on fait la politique selon un positionnement, selon ses intérêts à soi, et ma foi, selon ses ressentis et ceux avec qui on peut marcher en politique. Donc, je ne vous impose pas ni UP ni BR. C'est vous qui faites votre choix. Si au demeurant, vous choisissez d'enregistrer l'Alliance Iroko comme parti politique, mais allez-y. Donc, faites ce que vous voulez. C'est ce qui m'a été rapporté de la part du président. Alors, j'ai analysé les 2 partis politiques et j'ai choisi le bloc républicain. À l'époque, le bloc républicain me paraissait avoir besoin d'une communication. Et c'est mon métier. Je me suis dit, je servirai mieux la nation et le président Patrice Talon en étant au bloc républicain. Parce que le parti avait besoin d'une communication à l'époque. D'une communication telle que je sais la faire. On peut tout me reprocher, mais j'ai souvent la faiblesse de croire
communication politique, peu de Béninois pourront me battre. Alors, vous parlez de communication politique. Est-ce que après votre adhésion au bloc républicain, vous avez effectué ce défi-là, c'est-à-dire celui de faire la communication? Est-ce que vous avez vraiment réalisé ce défi? Alors, je vais continuer, avant de vous revenir quand même à votre curiosité. J'ai mis pratiquement 10 mois avant de finaliser mon adhésion. Parce que la première rencontre a été en août 2021. La finalisation, mon adhésion a été le 20 juin 2022. Et le jour... Récemment. Environ 3 mois. Ah ben voilà. Le jour où j'entrais au bloc républicain, je suis entré en tant que président de l'Alliance Iroko. Alliance Iroko qui n'est pas un parti politique, mais un groupe philosophique. Et notre philosophie, c'est l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. Donc, nous sommes restés toujours un corps politique sans être un parti politique. Et nous revendiquons, même dans le bloc républicain, notre appartenance à ce corps politique qui est l'Alliance Iroko. Docteur Bertin Corvi, vous avez dit tout à l'heure, vous avez minimisé pratiquement les démissions que nous observons au sein du parti bloc républicain. Est-ce que cela voudra dire qu'aujourd'hui, le parti bloc républicain se porte très bien pour rivaliser avec les autres partis politiques, pour les prochaines élections législatives surtout? Alors, j'ai choisi le bloc républicain pour le leadership d'Abdoulaye Biotchane. Voici un secrétaire général national d'un parti politique qui, à la suite d'un comportement peu orthodoxe d'un des membres, ministre par ailleurs, je veux dire, de Abibola, qui a fait de Wazari, je fais le karaté, à un de ses co-membres du parti, je veux parler de Karamatou Fagbon, qui l'a empêché d'être maire de sa commune, alors qu'ils sont dans le même parti politique. Le parti a eu le courage de pas le sanctionner, mais de lui faire des reproches. Il a mal pris et il s'est mis en écart des activités du parti. Et un an après, mais opportunément, pour communiquer contre le BR, il dit qu'il a démissionné, qu'il rejoint UP. À l'époque où Amoussou, Bruno, père à lui, et bonne santé et longue vie, était encore président de l'Union progressiste, Amoussou a refusé de l'accepter. Parce qu'il a dit, ce que vous avez fait ne se fait pas. Dans un parti politique, on peut ne pas être des amis. Et surtout, son comportement a démontré la limite de mettre le chat et la souris dans un même creuset politique et croire qu'ils vont s'entendre. Parce que les Abibola et les Fagbon ne s'entendaient pas par rapport à quand les autres avaient eu RND et l'autre avait MADEP. Donc, il a amené cette querelle-là toujours dans le bloc républicain. Ce qui a fait qu'il a agi de cette façon-là. Je ne l'accuse pas, hein. Nous sommes en politique, il a ses raisons à lui. Alors, un an après, il officialise sa démission et on en fait les choux gras dans les presses. Mais il y a longtemps que Abibola n'était plus au bloc républicain. Et c'est même cette raison-là qui fonde mon choix du bloc républicain. Et je l'ai dit déjà en août 2021. Parce que je veux que dans un parti politique, si j'agis mal, qu'on puisse me punir, m'avertir. Si je n'écoute pas toujours, mais qu'on me renvoie. C'est ça, au fait, le parti politique. C'est comme ça qu'il y aura de discipline. Mais les partis où on fait ce qu'on veut, on se croit à la cour du roi Péto, ce n'est pas une bonne chose. Le drame, et j'en suis désolé pour ma soeur Karama Fagbon, qui se retrouve aujourd'hui, si on pouvait dire de façon hasard, dans l'Union progressiste également. Oui, opportunément. Et c'est même ça ce qui m'a attristé. Parce que quand moi je faisais mon entrée officielle au bloc républicain, le 20 juin passé, à l'occasion, j'ai payé 500 000 francs comme notre contribution, nous, membres du bloc républicain, parce que nous estimons qu'un parti, ça a des charges. Et ce que l'État donne ne saurait suffire. Donc nous avons fait ce pas-là. Notre cotisation a été 500 000. Libre, hein, on ne me l'a pas imposé. J'ai posé la question, on m'a dit que les ministres, leur contribution, c'est ma foi, je crois, 350 000. Mais nous avons décidé de donner 500 000. En tant qu'entité politique? En tant que corps politique.
dans le bloc républicain, ne sont pas un parti politique. On ne peut pas compétir à une élection en tant qu'Alliance Iroko, ce n'est pas possible. C'est pas possible. La loi ne le permet pas. Mais on peut exister, mais en tant que corps philosophique, corps politique dans un parti politique. Vous savez, à l'étranger, vous savez que dans les partis politiques, par exemple ailleurs, il y a les nudistes et il y a ceux qui croient que le soleil se lève je ne sais où. Les naturalistes. Ah ben, les naturalistes. Mais nous sommes pour l'économie fondamentale, pour un développement. Nous allons développer tout à l'heure cet aspect. Alors donc, ma foi, j'ai été surpris, choqué, même attristé que ma soeur, Fabon Karamat, ait pu prétendument, parce que ses compères du bloc républicain de sa région lui rendent la vie difficile, aller, ma foi, rejoindre un parti politique qui n'existait plus, qui se fondait dans un autre, parti politique. Le parti du renouveau démocratique. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et à la fin, avec armes et bagages, elle va échouer à l'Union progressiste. Est-ce que vous avez communiqué avec elle? Ah ben oui, je l'ai appelé. Quand on était à Sakété. Moi, je ne parle jamais de quelqu'un derrière lui. Avant de prendre parole à Sakété, j'ai demandé qu'on me donne son numéro. C'est une dame que j'ai appréciée en 1 heure de réunion ensemble. Bon, elle mettait de bonnes idées. Elle avait de très belles ondes qu'elle émettait aussi. Et moi qui ai la capacité de capter l'état intrinsèque de quelqu'un, j'ai trouvé que c'est une bonne personne. Donc, à la fin, je me suis approché d'elle alors qu'il y avait plusieurs personnes. Je l'ai saluée, je lui ai dit, je veux qu'on échange. Je ne savais pas que ce serait, bon, enfin, en tant qu'adversaire. Mais elle va revenir, il n'y a pas de, comme j'ai dit à Sakété, il n'y a pas de tas d'ordures où on jette un militant qui s'est trompé de choix politique. Donc, ce qui m'a surpris, elle quitte le bloc républicain qui a sanctionné le ministre pour elle, qui n'était même pas maire, parce qu'on l'a empêché d'être maire, pour aller rejoindre le parti où le ministre qui l'avait empêché, je vais parler d'Abibola, est membre du bureau politique. C'est extraordinaire. Alors, Berthe Corville, on sent dans vos propos, on peut dire tout simplement que, ou bien on peut déduire que vous êtes contre le parti Union progressiste. Ah oui? Non, si je suis contre le parti Union progressiste, ça n'a pas de sens. J'ai été candidat en 2000, et vous vous souvenez quand même que j'ai été candidat en 2016. Et dans ma vision, j'avais dit qu'au Bénin, qu'il fallait 2 partis politiques. Et j'ai été heureux que le président ait créé et initié 2 partis politiques. En réalité, ce n'est pas 2 partis politiques, c'est 2 blocs politiques. Le BR, c'est le regroupement quand même de soit 10 partis politiques, plus l'Alliance Iroko, qui est un corps politique. Donc ça fait 11 entités. Soit 11 corps politiques. UP aussi, pareil. Donc, c'est ce que je proposais. Et j'avais dit, à la différence de ce que je vois, les 2 partis politiques doivent s'opposer entre eux. Les discussions politiques, même l'adversité politique, doit se mener entre ces 2 partis politiques-là. Et c'est au vu des bonnes idées de ceux qui émergent par la capacité d'analyse que le président de la République choisit des ministres qui vont le servir dans son gouvernement. Ça voudrait dire l'opposition ne doit pas se faire contre le chef de l'État. L'opposition doit se faire entre les 2 partis politiques, mais opposition d'idées. Parce que vous le savez bien. Eh bien, on a constaté, vous êtes très virulent, très actif sur les réseaux sociaux, mais en temps, nous avons écouté votre audio juste après l'actualité de Joseph Diogbenou, sa démission, où il a pris la tête, n'est-ce pas, de l'Union progressiste. Vous semblez dans l'un des audios être contre sa politique, la politique de Joseph Diogbenou, où vous avez invité les gens, même les jeunes, à rejoindre le bloc républicain. Bah alors, avant de venir à cela, ça voudrait dire que vous me suivez, et j'en suis ravi. Alors, avant de venir à cela, mais ma foi, je dis, l'opposition ne doit pas se faire contre le chef de l'État. Tout à fait. Quand l'opposition se fait contre le chef de l'État, même si vous avez raison, il est malheureux de constater que dans la plupart de nos pays africains, vous vous retrouvez en prison. Parce qu'il y a des services, ce n'est pas le président, hein, ce sont des services qui ont vite fait de trouver qu'il y a de crimes de lèse-majesté. Vous avez manqué de respect au président et vous ne savez pas faire la part entre quand est-ce qu'on est en droit de critiquer le président, quand est-ce qu'on sort
du droit de critiquer le président. Vous insinuez quoi par là? Est-ce que vous faites clin d'œil aux opposants actuels, certains qui sont en prison? J'ai été aussi en prison. Donc, je sais de quoi je parle. Vous parlez de Rekiat Madougou? Non, Rekiat Madougou. Joël Aïvo? Non, Rekiat Madougou, quand vous écoutez ses propos, j'ai eu la vague impression qu'elle cherchait qui va lui donner le statut de femme politique dont il faut passer par la prison. Mais on ne dit pas, oui, on m'a dit qu'on veut m'arrêter, moi là me voici. Mais non, au fait, vous réécoutez ses propos. Et même ceux qui l'ont arrêté, au fait, sont en train d'exécuter son agenda. Mais l'erreur qu'elle fait, si c'est un agenda, c'est que le Bénin n'est pas l'Afrique du Sud. Hein. Et Mandela avait Winnie Mandela derrière. Et Mandela avait un peuple, Gbagbo avait un peuple. Au Bénin là, il n'y a pas de peuple. Dès que tu es arrêté, oh, ils vont t'oublier tout de suite. Donc, je prends aussi Joël Aïvo, qui est mon frère et ami. Mais il disait dans ce pays qu'il a sorti talent de son aquarium. Ce n'est pas des propos qu'il faut tenir. Mais enfin, en Europe, où la démocratie a tout son sens, ces propos-là ne choquent personne. Mais dans nos pays, ce n'est même pas le président qui vous fait arrêter. Ce sont des services à qui le président n'a rien demandé. Donc, pour éviter ce genre de situation, j'ai demandé, je demande à tous les pays africains qui veulent faire de la démocratie, qu'on sorte le président du jeu des contradictions, qui soit au-dessus de la mêlée et que les deux parties s'opposent. Donc notre dessein à nous, UP et BR, c'est de nous opposer, même si on soutient la même personne. C'est comme une relation polygamique. Les deux coépouses ne sont pas forcément des copines, mais chacune se retrouve dans le lit du mari quand son tour vient, n'est-ce pas? Tout à fait. Ben, très bien. Donc, c'est ce que moi j'avais proposé. Est-ce que c'est ce que le président a voulu faire? J'en sais rien. En tout cas, c'est pas ce que je vois parce qu'il y a encore des partis satellites. Ben, est-ce que c'est ça qui vous a permis aujourd'hui, n'est-ce pas, d'avoir pratiquement, je vais dire, une dent contre Joseph Diogbenou à l'époque? J'ai aucune dent contre Joseph Mais Diogbenou. vous avez fait un audio où vous avez dénoncé sa démission. Non, je continuerai encore. Le Bénin a des pratiques. Et nous avons une jurisprudence. Je constate du reste que depuis que Joseph Diogbenou est à la Cour constitutionnelle, il a cassé, détruit tout ce qu'on a eu comme principe de vivre ensemble au Bénin. Il est bien connu ici que le président de la Cour constitutionnelle a le devoir d'ingratitude envers celui qui l'a nommé. Mais voici Diogbenou qui démissionne et qui dit mission accomplie. C'est une erreur de communication. Moi, psychologue de la communication, si il m'avait conduit, il aurait dit ne dis rien du tout. Le silence aurait mieux valu. Ça, c'est un. Il est connu ici. Et ceux qui sont avec le président savent bien que dès que Olo est sorti de la cour, à 5 mois, non, après 7 mois après sa démission, il a fait un commentaire qui n'engageait que le RFI. Je me souviens que des turiféraires soutenant le président Talon et d'autres ont dit qu'il avait le devoir de silence ayant été à la Cour constitutionnelle. Ça existe, hein? Vous pouvez vérifier. Tout à fait. Mais comment ça se fait? Comment vous pouvez que moi, Corvi, j'admette que dans un pays où il y a Corvi Bertin, Cheoure Boukoukouin, un président de la Cour constitutionnelle démissionne alors qu'il n'est pas malade, alors qu'il est bien portant, n'attende même pas qu'on nomme, déjà qu'on désigne son remplaçant et se mette à parler au moins, c'est-à-dire avant 6 mois. Non, la norme c'est au moins 6 mois. Mais il n'a même pas fait 4 jours. Il devient opportunément président de UP. Comment est-il devenu membre de UP? Quand est-ce qu'il est devenu membre de UP? Donc à UP, il n'y a aucun cadre. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est la volonté du chef de l'État que vous servez? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une manière pour le chef de l'État peut-être de voir celui qu'il a toujours soutenu, son ancien avocat, devenir président d'un parti politique? D'autant plus que le vieux, entre griffes, Amosou Bruno partait. Non, on a congédié Amosou Bruno. Je ne me raconte pas des histoires, moi. On a congédié Amosou Bruno. Qui est ce on? Ah, je ne sais pas, c'est à vous de m'aider, puisque vous semblez... Non, mais vous êtes dans la famille. Non, mais attendez, puisque vous semblez savoir que ça pourrait être, vous êtes au conditionnel. Vous parlez, vous avez dit « on ». Et je vous demande aujourd'hui qui est ce « on ». Je vous dis, on l'a congédié parce que la façon dont cela a été... Est-ce le président de la République? J'en sais rien, je ne sais pas qui l'a congédié. Mais ce que je sais, quand vous regardez le sourire jaune qu'il avait, quand il passait service, vous savez qu'il n'était pas content. Et moi non plus, j'étais content.
Ça ne se fait pas. Vous savez, l'enfant qui veut réussir sa vie doit marcher dans le pas des anciens. Je veux bien que Amos Bruno aille à sa retraite, mais pas de cette façon-là. Que il dit qu'on a eu l'impression que c'est de la tomate pourrie qu'on a jetée au rebut. Ça me fait mal de parler en ces termes. Mais ce que je veux dire, pour qu'on ne croit pas que je suis contre Joseph Diogbenou, intuitif, personné. Non, je suis contre que le président de la Cour constitutionnelle démissionne et une semaine après devienne président d'un parti politique. Alors, les lois qu'il a fait voter pendant qu'il était là, lui qui a validé, il a même légiféré à la place du législateur. Cette histoire de carnet, comment on appelle certificat de conformité. Mais si la Cour estime qu'il faut ce certificat-là, il lui était loisible de retourner la loi au Parlement et exiger que cela soit ajouté. Joseph Diogbenou et sa Cour constitutionnelle n'ont pas cette autorité-là. Mais puisqu'ils savent que ce que la Cour décide est frappé d'autorité qui s'impose à tout le monde, ils l'ont fait. Faisant cela, quoi qu'on ne pouvait pas revenir en arrière, la Constitution a été violée. Et moi, Kouvi, j'avais le devoir de le faire remarquer. Et c'est justement ce certificat de conformité qui est la base de tout ce qu'on a eu comme crise, les morts à Kadiaou, à Tchaourou et tout ce que vous voulez. Et opportunément, Joseph Diogbenou, il quitte la cour et il va se joindre à son compère, Adrien Hongbeji, au Babandonmon, alors, Adrien Hongbeji, dont j'ai été le communicant en 2006, et il sait c'est mon argent que j'ai dépensé. Donc, il ne peut pas dire il m'a payé quoi que ce soit. Bref, oui. Voilà. Donc, il va rejoindre Adrien Hongbeji. Et les deux créent, c'est-à-dire se fondent ensemble. Les deux qui ont violé notre vivre ensemble, qui a débouché sur les malheurs qu'on a eus. Nombreux accusent Patrice Talon. Et je dis, vous vous trompez. Talon n'est ni constitutionnaliste, ni juriste. Il n'était ni au Parlement, ni à la Cour constitutionnelle. On dit, mais pourquoi il a promulgué les lois? Il dit, vous n'avez rien compris. Un chef de l'État a besoin des résultats. Il peut même demander qu'on lui amène la femme de son collaborateur ou bien la femme d'autrui. Il appartient à ceux à qui il demande ça. D'avoir le courage de lui dire, on ne fait pas ça. Ce n'est pas permis. Alors, quand des cadres opportuno-profito-situationnistes se permettent de tout accepter au président, ils tuent la République. Et c'est de ce point de vue, s'il y a un Béninois qui n'est pas d'accord, qui estime que Joseph Diogbenou et Adrien Hongbeji ne sont pas les deux responsables des crises politiques qu'on a connues, qu'ils viennent sur un plateau, je vais lui donner les preuves. Docteur Bertin Korvi, une dernière question sur cet aspect-là avant de revenir sur vous-même, notamment l'économie fondamentale dont vous avez été distingué ces derniers temps, c'est la semaine écoulée à Kigali. La dernière question, on a l'impression, est-ce que, je vous pose la question comme ça, avez-vous peur de l'Union progressiste aujourd'hui qui est en train d'enregistrer des vagues pour les élections législatives prochaines? Est-ce que vous pensez que l'Union progressiste va vous piétiner pour les prochaines élections législatives? Au vieux dit nous. Mais au fait, vous vous trompez. Vous savez, chaque homme politique... J'ai l'impression que vous êtes en train de minimiser aujourd'hui la force de l'Union progressiste qui, dernier temps, est en train d'enregistrer quand même de beaucoup d'adhésions. Non. L'Union progressiste, au fait, vous savez, l'Union progressiste est en train d'enregistrer l'adhésion de beaucoup de leaders politiques. Soit, je vous le conseille. Mais ces leaders-là n'ont que leur vote. À la Lépi, là. Chacun n'a qu'une seule carte. Et ils ne voteront Ils ont quand même du monde derrière, ces leaders. Eh bien, alors c'est comme lorsque vous parlez par exemple de Karamata Fagbou, qu'on le veuille ou non, elle a ses militants. Oui, ben alors ce qui est même malheureux chez Karamata Fagbou, c'est que son père est resté à confirmer encore son adhésion au bloc républicain. Bon, c'est qui Karamat devant le vieux, l'honorable Sefou Fagbou. Hein? Alors, au vie, c'est l'oncle, c'est le père qui montre l'oncle à son enfant. Bon, Karamat est né quand à Djawere pour qu'on parle. Je ne la définis pas, attention. C'est mon ami, c'est quelqu'un pour qui il y a du respect. Mais quand on prend Karamat et on prend Sefou Fagbou, c'est le jour et la nuit. Et puis,
il y a l'artiste ivoirien qui a déjà chanté. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais il y en a qui sortent. Bon, Karamat est parti. Le ministre de l'enseignement primaire est venu. Vous voulez que je me plaigne de quoi? Et lui, il va battre tous ceux qui sont en train de faire cette erreur-là. Je vais vous dire une chose. Et ça vous servira de leçon toute votre vie. Allez-y. Gardez ça. En politique, là, choisissez la capacité de communiquer. Choisissez les éléments de langage. Si j'arrive, parce que c'est à ce niveau-là que le problème se pose, si j'arrive à faire comprendre au peuple béninois que c'est Joseph Diogbenou et Adrien Mbedi qui sont la cause de leur malheur et non Patrice Talon qui veulent punir en voulant punir BR et UP qu'ils appellent les épouses de Patrice Talon, mais c'est fini pour eux. À moins que, et je le dis, tous ceux qui sont dans le bloc républicain, écoutez l'élément de langage. Les deux qui ont détruit la gouvernance politique de Patrice Talon et qui a mené des crises, ce sont ces deux-là. Pourquoi Patrice Talon a réussi à construire les autoroutes, les routes qu'on a un peu partout? Parce que cela n'était pas... c'est pas à eux de voter des lois pour cela. Donc, c'est vous dire, l'échec qu'on peut trouver à ce parti, à la gouvernance de Patrice Talon, aucune œuvre humaine n'est parfaite à 100%. Hein. L'échec, c'est l'échec politique par rapport à la cohésion avec le peuple. Mais regardez, voici un président qui a fait de Cotonou pratiquement un quartier de New York, qui a fait les routes, qui a fait des autoroutes. Il y a encore beaucoup qui se plaignent de la vie est chère, c'est vrai, ça va s'améliorer. Mais est-ce qu'on peut dire que Talon n'a pas réussi beaucoup de choses? Pourtant, regardez en quels termes les peuples parlent de lui. Parce qu'ils croient que c'est lui qui est la base de leur malheur. C'est Joseph Diogbenou et Adrien Mbedi. Et ils sont dans UP. C'est facile de les punir. Si vous voulez... Attendez. Soyez patient, s'il vous plaît. Si vous voulez punir Patrice Talon, et vous dites que vous allez voter pour les démocrates, ils n'en sont pas un. Ce sont eux, opportunément, en déposant la candidature de Rekiat Magdougou, ce sont eux qui ont validé le jeu infini de Patrice Talon. La politique, ce n'est pas la morale. Et on dirait que vous êtes en train de communiquer au profit du bloc républicain. Ah, vous croyez? Mais jamais. Les autres partis politiques, parce que vous venez en quelque sorte de parler de l'Union progressiste avec les deux têtes. Je veux parler de Diogbenou et d'Adrien Mbedi, que vous condamnez tant. Vous revenez également sur les démocrates et vous parlez de la même chose. Est-ce que ce qui voudra dire que seul le parti bloc républicain est le meilleur parti aujourd'hui au Bénin? Bon, c'est le peuple béninois qui décidera. Mais moi, il m'appartient de situer les responsabilités. Oui. Voici un parti politique qui se dit les démocrates. Leur égérie, candidate, Madougou qui du jour au lendemain... Mais ça, c'est du passé. Mais non, mais le passé construit... Non, le passé construit votre avenir. Nous tendons vers les législatives. Est-ce qu'on ne va pas laisser ça de côté et parler du futur? Le passé construit votre présent et votre avenir. Les Béninois savent déjà ce passé. Là, il faut leur rappeler. Voici ce parti politique qui n'a jamais fait même de grève de la faim ou bien de marche pacifique pour dire nous voulons la grâce pour notre candidat. Le bloc républicain aussi n'a pas fait aussi grève de faim. Mais parce qu'on a arrêté personne au bloc républicain, on n'a pas de candidat qu'on ait arrêté. Notre candidat était Patrice Talon et beaucoup de Béninois ne le savent pas. La grève de faim n'est pas une culture béninoise. Bon, alors qu'ils fassent de sitting pour réclamer qu'on libère leur candidate. C'est démocratie. Ils ont fait ça d'une autre manière, en communiquant, notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mais ils ont dit quoi? Moi, je suis sur les réseaux sociaux tous les jours. Donc, s'ils ont dit, je vais entendre. Ils n'ont rien dit. Est-ce que vous êtes en train de dire comme ça que Rekiat Magdougou n'a pas reçu le soutien des démocrates? Je ne sais pas si elle a besoin de soutien ou pas, mais je veux qu'un parti politique, quand son candidat est arrêté, à tort ou à raison, nous sommes en politique, ce parti-là doit lui apporter son soutien et faire des actions légales qui respectent le vivre ensemble afin de faire porter sa voix et de faire entendre à la nation qu'il y a quelqu'un qui est en prison. Qu'elle ait eu tort ou raison par ailleurs, là n'est pas la question. Je ne veux pas savoir si elle avait raison ou si elle avait tort. Si elle était condamnable ou pas, ce n'est pas le propos. C'est une femme politique qui a été leur candidat. J'attendais d'eux d'actions pacifiques, respectant la loi en sa faveur. Je n'ai rien vu. Donc, ce sont eux aussi qui ont validé tout ce que vous pouvez reprocher à Patrice Talon. Alors, pour ceux qui, parce que c'est que le peuple béninois va dire, veulent punir Patrice Talon, gna gna gna, gna gna gna. Alors, ceux que vous allez punir là, c'est l'Union progressiste. Et les démocrates, il n'y en a pas deux. Le bloc républicain
Nous, c'est le développement, ça y est. Nous travaillons pour que vous ayez le pain et la viande dans vos assiettes. Mais attendez, vous allez me faire rire. Pourquoi vous me regardez? Non, je vous regarde tout simplement. Nous allons fermer ce dossier-là parce que non, vous on risque avec étonnement. Non, pas étonnement. Ok, alors. On va fermer ce chapitre-là. Nous allons parler de vous-même. Nous venons de parler de la Maison Bloc Républicain avec vous. Vous avez tellement défendu le Bloc Républicain avec votre communication. Je voudrais qu'on parle de vous-même cette fois-ci. Les Béninois vous connaissent beaucoup plus sur une expression que vous utilisez très souvent, l'économie fondamentale. Avant de revenir sur le prix que vous avez décerné récemment à Kigali, au Rwanda, je voudrais que vous nous expliquiez de façon claire, l'économie fondamentale, c'est quoi? Vous savez, avant de construire... On ira de façon brève. Oui, on ira. Avant de construire un bâtiment, il faut une fondation. Avant de construire une économie, il faut une fondation. L'économie fondamentale est la fondation de toute construction économique qui peut suivre par la suite. Je vais vous quand même définir en quelques mots, puisque les étudiants nous écoutent. Prenez les bics et écrivez. Ouvrez les guillemets. L'économie fondamentale est une science humaine. Ça fait partie des humanités. On peut l'appeler science sociale. Une main invisible dont le rôle est de prendre les ressources qui existent de façon naturelle dans un environnement, dans un environnement pour satisfaire les besoins de la communauté qui y vit. Village, quartier, ville, vous voulez parler d'une richesse partagée en quelque sorte? Absolument. Mais qui existe sans aucun effort. Il se trouve très souvent que les ressources existantes de façon naturelle soient moins que les besoins. Ainsi se met en place par une main invisible que nous appelons économie fondamentale, mais l'acte de production pour pouvoir générer des ressources additionnelles afin de satisfaire les besoins qui n'ont pas trouvé de ressources. De ce point de vue, en économie fondamentale, quand une production n'est pas mue par la nécessité de satisfaire vos besoins, même si elle peut vous permettre de gagner beaucoup de milliards, elle n'est pas une économie, elle n'est pas une production fondamentale. Et c'est de ce point de vue que je condamne souvent, je condamnais dans ce pays, que nous produisions du coton, que même le mouton ne mange pas, qu'on vend pour aller importer du riz. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a trouvé une solution. Pour aller importer du riz, du poulet et j'en oublie. Aujourd'hui, que j'ai visité la zone franche industrielle de Glodjigbe, où désormais le coton béninois sera usiné, le coton devient un produit économique, devient un bien d'économie fondamentale. Qu'on peut consommer les peuples peuvent consommer. Peuvent consommer, mais au-delà de consommer, une partie est consommée et une autre est exportée. C'est-à-dire on crée de la valeur ajoutée au Bénin. La même chose se fera avec notre acajou. Le Bénin a décidé, ma foi, de faire transformer ces matières premières essentielles sur notre territoire, ce qui va créer beaucoup d'emplois. C'est une très bonne chose. Et je me réjouis, je félicite ici le président Patrice Talon pour cela. Et le ministre du Développement, Abdoulaye Biotchane, le ministre de l'Agriculture, Gaston Dessoué. Alors donc, quand l'économie fondamentale a cette fonction, permettez que je les cite. Allez-y. Il y a la fonction essentielle de l'énergie. Qui veut dire quoi? Mais l'énergie, c'est l'eau et la lumière. Vous savez, pour les chrétiens, il est dit dans Genèse 1, verset 3, qu'à la création, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Sans la lumière, il n'y a pas de vie. Et je voudrais vous dire ici, l'homme singe qu'il était au départ est devenu aussi intelligent, plus intelligent que les autres singes. C'est la découverte du feu qui a permis la cuisson de la viande. La consommation de viande nous a permis de produire beaucoup de neurones. En dehors de l'énergie. L'énergie. Donc, eau et lumière, énergie. Vous avez la fonction c'est-à-dire d'alimenter, de nourrir sa population. Et c'est dans ça qu'on a élevage, agriculture, pêche, tout ce que vous voulez. Le manger, il faut bien qu'on mange. Quand on a fini de ça, l'éducation et l'instruction. C'est important. Et il faut cesser des programmes qui ne répondent pas aux besoins économiques dans l'environnement ou bien aux possibilités économiques dans son environnement. À quoi ça sert de former quelqu'un qui est à Gambier, enfin sur une île, à la chasse, alors qu'il est au milieu de l'eau? Il est premier de sa classe et à la fin, il n'a pas d'opportunité économique dans son environnement. Et celui qui est à Niki, on le forme à la pêche. Il va faire quoi avec la pêche alors qu'il n'est pas au bord de l'eau? Et c'est ça le drame africain.
nous sommes bien formés, mais on n'arrive pas à faire. Regardez, il y a plus de 3 millions de Béninois surformés, mais qui ne exercent pas réellement ce pourquoi ils sont qualifiés. On va essayer alors, les autres facteurs. Le 4, on a s'habiller. Bon, heureusement que vous avez des climatiseurs ici. Vous êtes tout beau, mais nuit de la climatisation avec votre cravate, vous êtes foutu. Ouais. Ah ben, la cravate est mise chez le blanc, pourquoi? Pour que la cravate lui permette de protéger son cou du froid. Du froid. Ben, nous autres, c'est devenu notre mode. Donc, il faut habiller l'homme africain en tenant compte de son environnement. Et votre habillement doit refléter votre culture. J'avoue que vous êtes très beau dans votre tenue. Mais si vous aurez souhaité que je sois en bomba, peut-être. Pas forcément bomba, mais une c'est un exemple que je donne, une tenue de chez nous. De chez nous, qui reflète notre culture. Notre identité. Et qui vous permettent dans votre environnement d'être à l'aise. Mais j'avoue que vous travaillez dans un milieu climatisé, je peux concevoir que vous portez cela. Mais au-delà de ça, il faut que ce soit nos couturiers qui travaillent votre tenue. Mais vous savez, moi, mon chapeau est fait au Ghana. Mais ce sont des Africains et je suis heureux de porter ça. À part ma montre et le tissu qu'on n'a pas fait ici, la tenue est cousue au Bénin. Ma chaussure, je vais me permettre de l'enlever. Peu importe ceux qui vont se fâcher. Regardez, c'est fait ici. Par mon habillement, je dois nourrir des familles au Bénin. De chez nous. De chez nous. C'est important. Parce que mais on est à l'ère de la mondialisation. Oui, la mondialisation, mais c'est là où vous vous trompez. Oui, il faut changer les choses. Très bien, et changer les choses. Je vais en venir, ne vous en faites pas, je vais vous expliquer la mondialisation. On va la suivre. Mais on ira. Après s'habiller, l'habitat. Mais nos bâtiments, ma foi, les plans qu'on suit sont des plans qui suivent le paradigme européen ou bien américain. En Europe, on sait que c'est le froid qui est leur ennemi. Quand l'homme est sorti des cavernes où il se cachait, mais pour construire des maisons, il a tenu compte de son environnement. Mais ma foi, nous sommes dans une zone où c'est la chaleur notre problème. Et on construit des bâtiments qui doivent générer la chaleur. Sans climatisation, dites-moi, vous pouvez rester ici? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est ça le problème. Il faut construire en tenant compte de notre réalité. Donc, le construire doit tenir compte de notre réalité, doit tenir compte aussi de nos matériaux locaux. C'est important. De nos plans, etc. En dehors de ça, ça c'est déjà 6. Le 7e, ma foi, on a croyance, le croire et le agir. Les musulmans croient que de tout le temps en Arabie, il y a eu toujours l'islam. Non, l'islam n'a pas toujours été en Arabie. Hein. Ça a été une volonté politique. Le christianisme, au départ, n'a pas toujours existé. Hein. Ça a été une volonté politique. Est-ce que, à travers votre économie fondamentale, vous êtes en train de dire d'abandonner l'islam et le christianisme? Là, je n'ai jamais dit ça. Au détriment de notre identité. Même notre identité n'a pas toujours existé de cette façon-là. C'est pour vous dire que le message qu'on doit donner publiquement par rapport à un Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, doit être contrôlé, doit être initié, doit être étudié pour voir psychologiquement quel effet ça produit sur celui qui l'écoute. Ce sont ces types de messages-là qui font qu'il y en a aujourd'hui qui peuvent crier le nom de Dieu et égorger quelqu'un. Quand vous avez été mal programmé dans la tête, vous pouvez tuer en étant heureux. Vous tuez l'autre parce que vous estimez qu'il mérite de mourir, il n'adore pas Dieu comme il faut. Mais pourquoi tu ne laisses pas Dieu le juger si Dieu est Dieu? Pourquoi vous voulez que ton Dieu est Dieu là? C'est à lui de punir celui qui lui manque respect. Tu n'as pas ce droit-là. Donc les prédications doivent être contrôlées. Quelle que soit la religion par ailleurs, vaudou, islam, christianisme. On doit éviter que tout illuminé qui se lève crée son église ou bien crée sa mosquée. C'est à l'État, à la force publique, de construire et église et mosquée, et même lieu de culte traditionnel. Mais dans ce pays, vous avez vu des jeunes commencer par assassiner d'autres croyants que le sang humain donné à un certain fétiche pouvait faire de l'argent. C'est ce qu'on leur a mis dans la tête. Non, c'est à l'État de le faire. Attention, je voudrais que je n'invente rien. L'économie fondamentale n'est pas une invention. N'est pas une invention. C'est la roue. On ne peut pas changer la roue, mais on peut proposer une autre façon de l'utiliser. Donc, l'économie fondamentale a été inspirée par mes échanges avec le président Sassou Nguesso, Obiangema Mbazogo et d'autres. Vous avez fait le tour du monde pratiquement avec cette idéologie, je pouvais dire ainsi, de l'économie fondamentale. Et récemment, je l'ai dit dans mon introduction, vous avez été décerné à Kigali. Il s'agit de quoi concrètement? Alors, je vais me permettre de vous présenter cela. Allez-y. À Kigali, voici ce que c'est.
Voilà. C'est par rapport à mes œuvres de développement. Parce que au départ, oui, je vous permets de montrer au peuple béninois, et j'ai dédicacé ce prix au président Yassingbe Yadima, qui le 16 juillet 2004, alors qu'il me recevait en audience, moi qui suis allé lui dire que je veux être président, je veux qu'il m'enseigne comment être président, il arrive fatigué, et il m'a dit, bon, écoute, apprends déjà à être vivant. Pas qu'on appelle ton nom la nuit, que tu meurs le matin, et le matin que tu meurs la nuit. Donc, cherche la puissance spirituelle dans le vaudou, dans le christianisme ou dans l'islam, peu m'importe, il me l'a dit. C'est un conseil d'ami, en quelque sorte. Ah, mais parce qu'il m'a dit, un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Et ce qu'il a dit. Autre chose qu'il a dit, qui m'amuse jusqu'à aujourd'hui, il dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Le contrôle. Quand ta femme prépare, là, tu l'aimes bien, mais c'est à elle de goûter en premier. Parce que entrer dans le ventre, là, ça n'en sort pas facilement. Nous allons parler du prix. Alors, il s'agit de quoi concrètement? Alors, ce prix, c'est justement pour m'encourager à continuer à partager ma philosophie de l'économie fondamentale à travers toute l'Afrique. Avant le prix, le 17, parce que le prix a été le 18 septembre, le 17, il y a eu le forum économique où j'ai eu droit à 1h30 pour expliquer à l'auditoire l'économie fondamentale. Ils ont posé les questions, il y avait des ministres. Ça a été fait même sous l'égide du Premier ministre des Comores qui était là, d'autres docteurs en économie, etc., d'autres hommes politiques, d'autres ministres. Chacun a posé ses questions et j'ai justifié pourquoi j'estime que c'est la base de tout développement. Maintenant, en économie fondamentale, l'agriculture, c'est à l'État d'aménager, viabiliser les terres au profit des populations. J'entends au Bénin, et souvent, on va, c'est pas seulement au Bénin, c'est un peu partout. On va à la télévision, on demande aux populations, notre avenir, c'est l'agriculture. Mais si le champ était aussi facile à faire, si le champ était facile, le forgeron ne ferait pas la roue et la vendrait. Le champ est compliqué. Et ce qui est compliqué dans le champ, c'est l'aménagement, viabilisation des terres. C'est à l'État d'investir dans cela. Et par hectare, c'est 1 million de francs CFA au moins dans notre zone. Donc les populations n'ont pas cet argent-là. Et quand c'est fait, on met à disposition des populations qui produisent et qui doivent payer sur 10 ans l'investissement qui a été fait pour aménager la terre. Et qu'est-ce que vous proposez concrètement par rapport à ça? C'est ce que je dis déjà. Oui, en matière d'agriculture au Bénin. Je vous dis la même chose. Moi, j'en ai parlé avec le ministre Ablaye Biotchane, puisque nous sommes dans le bloc républicain. Dans le même parti. Les raisons qui ont justifié même mon choix du bloc républicain, c'est le développement, ça y est. Oui. Et j'espère que le ministre Gaston Dessous, qui est une pièce maîtresse à cette politique-là, va nous rejoindre au bloc républicain pour que la boucle soit bouclée. Vous profitez de mon plateau pour faire une communication au parti politique. Attendez. Nous allons parler. Avec le ministre Gaston Dessous, à qui je suis allé présenter le prix aujourd'hui. Oui. Et au retour du ministre d'État Biotchane qui est en absence, j'irai lui présenter le prix. Et après, je vais voir le président Patrice Talon, à tout seigneur, tout honneur, pour le féliciter déjà pour les infrastructures de base qu'il fait au Bénin. Parce qu'au fait, ce sont des besoins transversaux de l'économie fondamentale, mais ça ne fait pas partie des 7 fonctions. En quoi ce trophée-là profite aujourd'hui au peuple béninois? Ça permet au peuple béninois de savoir que je ne suis pas farfelu, contrairement à ce qu'il croit. Ça leur permet de savoir que je fais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux pour qu'on m'insulte. Et c'est moi-même qui cherche ça. Et plus on m'insulte, plus on me rend populaire. Alors, je les vois, ils tombent dans mon piège, ils croient que moi je suis con. En communication, en psychologie. Donc cela voudra dire que vous reconnaissez aujourd'hui que vous provoquez les Béninois sur les réseaux sociaux. Je ne provoque pas les Béninois, je provoque les émotifs. C'est ça, vous venez de dire. Je provoque les émotifs pour qu'ils fassent ma publicité. À force de partager et ils parlent de moi, à la fin les gens vont voir au moins quelque chose de sensé qui est écrit me concernant. Ils disent mais il n'est pas aussi con que cela. Donc mes quinquelins continuent pas à m'insulter. Bon, nous allons continuer. Monsieur Bertin Corvi, j'ai lu beaucoup d'informations sur vous, notamment sur l'économie fondamentale, où vous parlez de lampadaire, que vous êtes prêt, vous avez même dit aux gens de s'inscrire pour un projet de lampadaire. Il s'agit de quoi concrètement? Bon, alors, je suis co-président pour la zone Afrique de la Fondation mondiale pour l'harmonie et la paix, dont la première dame de Chine est l'une des marraines, sinon la marraine si vous voulez. Et cette fondation-là, je l'ai contactée afin qu'elle mette à notre disposition des lampadaires solaires.
Et parce que j'ai un programme... Pas seulement pour le Bénin, non, pas pour seulement pour l'Afrique. non, pour l'Afrique. Light for Africa. 400 000 lampadaires pour 20 pays. Chaque pays a 20 kits de lampadaires. Naturellement, il y a le poteau. Vous parlez de 20 kits ou bien vous parlez de 20 000 kits? Bon, 20 000, je veux dire. Pardonnez-moi. Je suis trop content de parler du Bloc républicain. Non, et quand j'en parle, on a déjà fini ce chapitre. Ah, d'accord, non, j'y suis encore. Alors, donc, on a 20 000 unités de lampadaires qu'on met à disposition. Mais attention, j'estime, pour ce qui me concerne, que ce qui est totalement gratuit n'a jamais servi. Et il faut que les pays bénéficiaires participent au coût du transport de nos magasins au port de Chine, les frais portuaires, le poteau électrique qui fait en principe $300, nous l'offrons à peine à 50. C'est subventionné. Donc, au total, chaque lampadaire fera dépenser le bénéficiaire à hauteur de $70. $70, si le dollar est à, disons, 700 francs. 700 francs. Bon, ça vous fait 7 000 fois 7 pratiquement, non, ça fait 49 000. Bon, très bien. Ça ne fait même pas 50 000. Mais maintenant, à côté de cela, le transport de la Chine à votre pays vous incombe. Si votre pays veut vous faire payer de douane, c'est votre problème. Nous allons encore installer, nous avons une société qui va installer pour s'assurer qu'au moment de l'installation, on ne va pas détruire la technologie et après dire que c'est nous. Mais nous voulons, et le Comore a déjà commencé, le Burkina aussi, j'ai demandé que ce soit les populations bénéficiaires qui payent ces 100 000, parce que leur installation et non l'État. Et non l'État. Vous savez pourquoi? Regardez la plupart des lampadaires publics avec batterie. Les populations vont voler la batterie. Si ce sont elles qui ont mis en place au total, disons, 100 à 120 000 avec installation et tout, chacun sera le gardien de son frère pour qu'il ne vole pas la batterie. Alors, ces histoires de on a donné, l'État sort l'argent là. Si un État veut faire ça, je lui dis non. Dans 3 mois, il n'y aura plus de lampadaires. Est-ce que votre projet aujourd'hui, ça va prendre corps vraiment, surtout au Bénin? Est-ce que le message passe, selon vous? Bon, j'en sais rien. Moi, bientôt, le ministre de l'Énergie, Dieu merci, est de mon parti politique. On va se voir. J'en ai parlé avec le ministre Abdoulaye Biachane qui est totalement content. J'avoue qu'au départ, je voulais en faire un objet de politique et de propagande pour votre parti politique. Oui. Mais c'est le ministre Abdoulaye Biachane qui m'a dit, Corvi, non. Il faut sortir tout de la politique. Comme c'est une action humanitaire, sociale, on va donner 10 000 à UP et 10 000 au BR pour faire la communication politique, c'est ça? Pourquoi à ces deux partis politiques-là? Pourquoi ce n'est pas la population en général? Mais ces deux partis politiques sont plus installés et pourront facilement aller parler aux populations. Il y a les démocrates aussi sont là. Mais c'est que les démocrates, je vous ai dit, dans mon entendement, il y a des partis politiques également qui sont là. Il y a deux partis politiques. J'ai l'impression que vous ramenez tout aux partis politiques qui soutiennent le chef de l'État. Non, ce n'est pas parce que ces partis-là soutiennent le chef de l'État. C'est parce que dans mon entendement, là, au Bénin, il faut deux partis politiques. M. Corvi, nous allons aborder la dernière ligne droite. Il nous reste pratiquement 4 à 5 minutes, au plus. Ces derniers temps, vous faites objet de polémiques, notamment sur le 3e mandat, où vous invitez clairement le chef de l'État à entamer un 3e mandat. N'est-ce pas une violation de la Constitution? Au Bénin, je crois que c'est inscrit dans notre Constitution la liberté d'expression. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut violer la Constitution. Non, mais je l'ai violer comment? J'ai dit la liberté d'expression. D'accord. Je suis en droit. Mais certains ont parlé, se sont retrouvés en prison. Ils ont parlé où? De la politique de façon générale. Non. Mais c'est pas, par exemple, le chef de l'État ou autres, ou la politique du chef de l'État, mais qui se sont retrouvés en prison. Ah non, c'est deux choses totalement différentes. Vous prenez le courage de parler du 3e mandat. Non, mais moi, j'ai été quand même en prison. À Malabo aussi, mais nous n'allons pas parler de ça. Non, mais attendez, mais vous dites les gens. Donc, moi aussi, j'ai été en prison. Mais le message diffère. Ici, c'est un souhait. J'aurais bien aimé que le président se présentât encore en 2026. Il lui est loisible de dire oui. Mais lui-même a déjà dit non. Il est contre même ce 3e mandat. Et partout, lors des conférences, que ce soit nationales ou internationales, il a toujours dit qu'il ne souhaite pas un 3e mandat. Il est même formellement contre. Pourquoi aujourd'hui, vous souhaitez un 3e mandat pour le chef de l'État? Parce que c'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter une équipe qui gagne. Ça, c'est un. Si Talon n'est pas candidat, je suis candidat, moi.
Donc ne croyez pas. On ne refuse pas. Attendez, je vous dis, écoutez, si Talon lui-même n'est pas candidat, je serai candidat et je vais gagner. Eh bien, ça c'est à part. Mais dire aujourd'hui que Talon doit être candidat pour un troisième mandat, est-ce que... J'ai dit je souhaite qu'il le soit pour le bien du Bénin. Est-ce que ce n'est pas bafouer notre constitution qui a limité les mandats? Votre constitution n'est pas ni le Coran ni la Bible. Attendez, on ne refuse pas, mais on parle de 2 mandats à vie. Oui, mais on va mettre la constitution en adéquation avec ce que veut le peuple. Maintenant, ceci étant dit, si le peuple béninois ne veut pas, si Patrice Talon lui-même ne veut pas, mais je prends acte et je voudrais vous surprendre en venant plus de 20 personnes m'ont envoyé un audio où le président parlait avec Boisbouvier. Il ne veut pas de 3e mandat. Il a même cité des pans juridiques en cela. Et moi, Kouvi, si lui, Patrice Talon, cite des aspects de notre constitution pour dire qu'il n'en veut pas, qui moi je suis pour l'obliger à le vouloir. Donc, sur votre plateau, je prends acte que le président Patrice Talon a encore dit tout récemment à Boisbouvier qu'il ne veut pas un 3e mandat pour rien au monde. Moi, je le voulais pour le bien de notre pays, pour qu'il puisse continuer ce qu'il fait. Est-ce que ce n'est pas une provocation, une dernière provocation? Non, ce n'est pas une provocation. À l'endroit des émotifs, comme vous avez l'habitude de le dire. Vous me faites rire. Parce que lorsque vous avez commencé par parler de 3e mandat, il y a beaucoup se sont déchaînés sur vous. Est-ce que ce n'est pas une manière? Non. Je le crois. Ce n'est pas une autre façon de communiquer? Non, je le crois sincèrement. Vous savez, comparaison n'est pas raison, mais il faut aller à Kigali. Vous avez votre passeport. Tout à fait. Bah, je vais m'arranger pour qu'on voit ensemble comment avoir un billet. Parce que le journalisme ne paye pas trop bien dans ce pays, malheureusement. Il faut augmenter les salaires des journalistes. C'est la passion. Ah oui, il faut augmenter les salaires des journalistes. Je vais vous amener à Kigali. Et pourquoi vous voyez que des pays aussi misérables et pauvres comme nous ne peuvent pas faire la démocratie au même type que les Américains. Le Rwanda n'est pas le Bénin. Le Bénin a quitté très loin. Mais le Bénin vient d'où? Le Bénin a organisé quand même la conférence des forces vives de la nation. Mais le Rwanda a connu la mort de 800 000 personnes. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit comparaison n'est pas raison. Mais ce que veut dire, aucun pays n'a commencé son développement par un processus démocratique tel qu'on a en France, aux États-Unis, non. Encore que la démocratie n'est pas un produit d'importation dont on amène le modèle d'ailleurs. Et puis, quelle démocratie peut empêcher ceux qui ont 70 ans d'être candidats? C'est à 70 ans qu'on est plus sage. Bertin Kovi, c'est pratiquement la fin. Permettez-moi de vous appeler ici. Par respect, c'est pratiquement la fin. Les 52 minutes se passent très vite et c'est déjà la fin. Une toute dernière question. Est-ce que Bertin Kovi est candidat pour les prochaines élections législatives? J'avoue que j'ai dit partout que je ne le suis pas. Mais il se trouve que pour construire l'économie fondamentale, ce sont des lois, ce sont des textes de loi qui font l'économie fondamentale d'abord. Ce sont les lois. Et c'est au Parlement que ça se vote. J'attends de m'entretenir avec le bloc républicain. Et je peux être positionné, quelle que soit là où on choisit. Et vous allez gagner? Je gagne. Vous estimez que vous allez gagner? Je gagne, quelle que soit là où on me positionne. Mais vous n'avez pas de popularité derrière. Ovier, ok, on verra, l'heure va sonner. Pourquoi vous êtes pressé? Quel que soit là où on va me positionner, moi je vais gagner, ça je suis sûr. Mais ce n'est pas une fin en soi. Et je vous le dis aussi, si je suis député, ce serait pour être président du Parlement. Si ce n'est pas autre chose, ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Ah non. Donc vous annoncez officiellement aujourd'hui votre candidature? Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit au cas où je serai candidat, ce serait pour être le président du Parlement. Si ça, on ne s'entend pas dans mon parti pour ça, je ne suis pas candidat. Merci Bertin Kovi. Juste un dernier mot pour clore cette interview. Je voudrais dire au peuple béninois que je reste convaincu qu'il serait utile pour le Bénin que Patrice Talon continue au-delà de 2026. Mais si Patrice Talon lui-même dit qu'il n'est pas candidat, en tout cas, il va prendre une audience avec lui, lui poser la question. Vous continuez de provoquer les S'il n'est pas candidat, je serai candidat et je vous demande de voter massivement pour moi en 2026 pour que je continue l'œuvre de Patrice Talon. 2026, c'est encore très loin. Bertin Kovi, merci, apôtre de l'économie fondamentale. Merci une fois encore d'avoir accepté ce plateau pour nous entretenir, notamment sur des questions de l'actualité. On vous retrouve très prochainement pour un autre sujet peut-être de l'actualité, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Free Speech. À bientôt. Merci.